Europe 1. Le journal de 7h présenté par Émilie Dess. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Il a réussi un exploit historique jamais vu depuis plus d'un siècle. Léon Marchand a décroché hier 2 nouvelles médailles d'or en 200 mètres brasse et 200 mètres papillon. 3 jours à peine après son sacre en 400 mètres 4 nages. Léon Marchand qui était hier soir sur France 2. Quel bonheur, en fait là c'était mon cadeau de Noël aujourd'hui. Je travaille tous les jours pour ça, je me lève tôt le matin, il y a beaucoup de souffrance toute l'année, donc ce genre de choses je profite au maximum. La 2 finales superbe, le 200 papillons était vraiment très fun, j'ai fait une belle course. Je dirais qu'après le 200 papillons c'était un peu différent parce que j'essayais de me contrôler émotionnellement parce que j'avais le 200 brasse juste après. Mais sinon le podium et chaque fois la Marseillaise était folle. L'émotion est assez forte à chaque fois, donc c'était important de vivre ça à fond. Et le podium, les 2 podiums étaient fous, donc je suis très heureux. Léon Marchand qui retrouvera les bassins dès ce matin pour les séries du 200 mètres 4 nages. Mais où va-t-il s'arrêter Vraiment, on se le demande. Alors après 5 jours de compétition, la France est 2e au classement des médailles. Les athlètes français en ont décroché 26 au total, 8 rien que sur la journée d'hier. Une belle moisson, Martin Lange. Oui, derrière le phénomène Léon Marchand, 2 titres hier, c'est toute la délégation française qui brille. Le judo, l'escrime, une médaille de bronze chacun. Hier, des sports historiques, mais aussi des sports plus inattendus, plus jeunes, comme le BMX avec Anthony Jean-Jean, lui aussi en bronze sur la place de la Concorde. Je suis quand même très content et satisfait d'avoir cette médaille de bronze autour du cou, cette première médaille olympique pour le BMX freestyle français. Donc je suis très content, très heureux et maintenant je vais pouvoir partager ces bons moments avec le public. Avant lui, ce sont les triathlètes qui ont brillé à quelques pas de là sur le pont Alexandre III. Léo Bergère en bronze chez les garçons, mais surtout Cassandre Beaugrand, championne olympique chez les filles. Ça méritait bien un petit coup de fil. On passe le téléphone, on me dit c'est le président. Je me suis dit, président de quoi? De la Fédé Et en fait j'ai vu après Emmanuel Macron, j'ai dit en fait je me rendais pas compte, j'étais en train de lui parler et du coup Il vous a dit quoi? Je réalisais pas, en fait j'étais encore sur mon petit nuage, donc je pense que j'étais à moitié shootée, je sais plus. Emmanuel Macron qui pourrait bien passer beaucoup de temps au téléphone si les Bleus maintiennent ce rythme complètement dingue. Après seulement 5 jours de compétition, ils ont déjà gagné plus de titres individuels qu'à Tokyo il y a 3 ans. Martin Lange pour Europe 1. La délégation tricolore qui peut espérer décrocher de nouvelles médailles aujourd'hui, Émilie. Et notamment l'équipe de France féminine de fleuret en escrime. En judo, Madeleine Malonga est à suivre chez les moins de 78 kilos. Médaille possible aussi en aviron. Emma Lunati et Elodie Raveras Karamozino sont qualifiées pour la finale en 2 de couple. Après une journée noire, le trafic de la SNCF reprend normalement ce matin sur l'axe sud-est. Mais pas question de sabotage cette fois, c'est la météo qui a paralysé la circulation des trains hier entre Paris et Lyon. Des arbres ont chuté sur les voies après de violents orages en Bourgogne. 80 000 voyageurs ont vu leur train retardé, voire carrément annulé. Maxime Gondelot s'est rendu à la gare de Lyon à Paris pour Europe 1. 1h30 de retard pour Marseille, 1h40 pour Mulhouse ou encore plus de 4 heures de retard pour Barcelone. Et pour tout le monde, la même question. Aurais-je mon train aujourd'hui? Sophie habite à Lausanne et elle devait prendre son train pour rentrer chez elle. Je vais partir à 17h56 et je ne sais toujours pas si mon train part ou ne part pas. Donc, et en plus, l'affichage est très bizarre, pas dans l'ordre. Donc, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Donc, si on va le louper, pas le louper, ou s'il faut annuler ou pas. Affichage en gare incorrect, information erronée sur l'application. Difficile de se tenir au courant pour les voyageurs. Les contrôleurs annoncent même l'arrivée et les départs des trains en criant dans des mégaphones. Certains voyageurs, comme Pierre, mettent en avant la responsabilité de la compagnie ferroviaire. Je déplore seulement l'entretien des voies SNCF qui pourrait être mieux entretenu avec peut-être, imaginons, plus de personnel. Du coup, ce qui ferait des voies plus sûres pour tout le monde, quoi. Hier, en fin de journée, 3 TGV sur 4 en moyenne circulaient. Sur son site, la compagnie annonce que le trafic sur l'axe sud-est est totalement rétabli aujourd'hui. Maxime Gondelot, il n'y a plus aucun département en vigilance orange aux orages ce matin, alerte canicule maintenue en revanche sur une large partie sud du pays. Des orages qui ont été violents par endroits, notamment dans la région de Boulogne-sur-Mer. La nuit dernière, les réseaux sociaux font état d'images assez impressionnantes, notamment des rues de Boulogne-sur-Mer qui ont été littéralement envahies. Toujours aucune trace de Lina après 2 journées de recherche dans les Vosges. Lina a disparu en septembre dernier dans le Bas-Rhin. Les enquêteurs semblent particulièrement s'intéresser à une zone de forêt en moyenne montagne, zone située à une 40aine de kilomètres du lieu de disparition de la jeune fille. Mélina Fachin, vous suivez ces recherches pour Europe 1. Hier, toute la zone en question a été bouclée par les gendarmes.
Une voiture de gendarmes en travers de ce chemin de randonnée toute la journée d'hier. Impossible pour quiconque d'accéder à cette zone de forêt au-dessus des communes d'Anoult et de Corcieux. Les véhicules des enquêteurs et leurs motocross y font régulièrement des allers-retours. Mais pour tous les autres, comme Olivier et Jean-Paul, VTTistes, l'accès est formellement interdit. Sur cette magnifique petite route, je découvre que c'est bloqué. Regardez, j'étais en plein effort et là, boum, je suis obligé de m'arrêter. Je pense que c'est pour la célèbre affaire actuelle de Lina, donc on va rebrousser chemin, trouver un autre trajet. Si cette zone intéresse particulièrement les enquêteurs, c'est pour une bonne raison. Selon les informations d'Europe 1, l'homme soupçonné d'avoir enlevé Lina à bord de sa voiture en septembre dernier a fait ce jour-là un arrêt prolongé à cet endroit, environ 1h30. C'est la géolocalisation qui l'a révélé, ce qui évidemment laisse penser aux enquêteurs qu'il a pu se passer quelque chose de grave dans ce secteur. Une vingtaine de voitures et fourgons de gendarmerie ont quitté hier soir la zone sous la pluie et l'orage de grêle. On ne sait pas pour l'instant si les fouilles et les battues qu'ils ont menées leur ont permis de trouver de nouveaux indices. Les recherches doivent reprendre ce matin. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Europe 1, il est 7h06. Aux États-Unis, les délégués démocrates commencent à voter pour officialiser la candidature de Kamala Harris à la présidentielle. Un vote anticipé en ligne avant la grande convention du Parti démocrate prévue à Chicago du 19 au 22 août. Kamala Harris sera alors officiellement investie par le Parti démocrate. Son adversaire, Donald Trump, l'a accusé hier d'être devenu noir par calcul politique, un manque de respect pour la vice-présidente américaine. Et puis les funérailles du chef politique du Hamas tué hier à Téhéran ont débuté il y a une demi-heure environ en Iran. Le guide suprême va présider la cérémonie de prière, l'ayatollah Ali Khamenei, qui avait promis hier un châtiment sévère contre Israël après cet assassinat ciblé. Israël qui se prépare à des représailles, des jours difficiles sont devant nous, a reconnu hier Benyamin Netanyahou. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Retransmis sur les chaînes de télévision du pays, le discours du Premier ministre israélien était précédé par une longue réunion de son cabinet de sécurité. Nous entendons des menaces proférées de tous côtés. Nous sommes prêts à faire face. Nous resterons unis et déterminés. Poursuite des combats à Gaza, assassinat ciblé d'un commandant du Hezbollah à Beyrouth. Benyamin Netanyahou défend sa politique de guerre, mais le Premier ministre israélien se garde de mentionner directement la mort d'Ismaël Haniyeh. Dans son discours, aucune référence explicite, mais Benyamin Netanyahou affirme « Nous sommes dans une guerre contre l'axe du mal de l'Iran. J'ai expliqué que les trois principaux bras de cet axe sont le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, les 3 H. Nous avons récemment porté des coups sévères à chacun d'entre eux. » Rapidement et quasi unanimement attribué à Israël, l'assassinat ciblé d'Ismaël Haniyeh n'a pas été revendiqué par l'État hébreu. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Au Royaume-Uni, le principal suspect de l'attaque au couteau qui a fait 3 morts lundi, ce suspect a été inculpé. L'adolescent de 17 ans sera présenté à un tribunal aujourd'hui à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il est inculpé pour meurtre et tentative de meurtre. On ignore toujours ses motivations. Depuis l'attaque, de nombreuses rumeurs sur la nationalité de l'assaillant, le moment de son arrivée au Royaume-Uni, où sa religion foisonne sur les réseaux sociaux. Selon la BBC, sa famille vient du Rwanda. Les autorités appellent à la prudence. Et puis après la réélection pour le moins contestée du président Nicolás Maduro au Venezuela, la chef de l'opposition appelle à la mobilisation. Un appel lancé sur le réseau social X. L'opposition qui revendique la victoire assure que le pouvoir a refusé d'entamer des négociations pour assurer une transition pacifique. Les manifestations spontanées qui ont suivi la réélection de Nicolás Maduro ont été sévèrement réprimées. Au moins 11 civils ont été tués selon des ONG. Nicolás Maduro jure que ses adversaires n'arriveront jamais au pouvoir. Il menace d'emprisonner les 2 chefs de l'opposition. Voilà qui conclut le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, à tout à l'heure. Prochain journal à 7h30. La météo des plages, Estelle Lafont, qu'est-ce que ça donne ce matin sur notre beau littoral ? Eh bien, vous entendez les mouettes derrière, qui sont peut-être pas là à Calais tout au nord, puisque cet après-midi, avec les risques d'orage, c'est pas vraiment l'idéal pour aller à la plage. Pour les courageux, il fera quand même 22, avec un ressenti de 28 et une eau à 19 degrés. Indice UV assez bas de 6, sûrement à cause des nuages. À Roscoff, dans le Finistère, ce ne sont pas les oignons qui vous feront pleurer, mais c'est la température de l'eau. 17 degrés seulement. Moi, il m'en faut vraiment beaucoup plus pour y aller. 21 dans l'air et un indice UV de 7. Au niveau du Cap Ferret, par contre, ressenti 36 cet après-midi, mais 28 en réalité. Une eau quand même à 24 degrés et un indice UV de 8. Et puis à Sagone, dans le sud-ouest de la Corse, il fera 34 degrés avec une eau à 27 et un indice UV de 9. Merci Estelle. Dans un instant, la revue de presse de Dimitri Vernet. Bonjour.